Une semaine sur deux dans le podcast AWS en français, Women in Tech, avec un allié aujourd'hui pour parler embauche et promotion de profils divers et variés. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormack. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, un mercredi sur deux, Women in Tech, on parle de diversité, d'égalité, d'équité, d'inclusion, avec tantôt des femmes au parcours exceptionnel et inspirant, et puis tantôt des hommes également pour parler du rôle des hommes au sein des entreprises, pour faire évoluer et changer les mentalités, les alliés, comme on dit. Et c'est un de ces hommes que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Julien, tu es un auditeur fidèle du podcast du vendredi, je le sais, parce que tu m'envoies des petits feedbacks de temps en temps, et je t'en remercie d'ailleurs. Tu es aussi directeur des solution architectes, des architectes de solutions en France. Merci d'être là aujourd'hui. Avec ton rôle de directeur, et avant ça de manager d'équipe depuis de longues années, dis-moi ce que les managers peuvent faire pour favoriser le recrutement de profils divers et variés dans les entreprises. Bonjour Sébastien, merci de m'avoir dans le podcast. C'est un vrai honneur, effectivement, je suis un auditeur fidèle sur Amazon Podcast d'ailleurs, donc on utilise Amazon Music. Donc c'est de ma faute si c'est dit régulièrement. Donc effectivement, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis chez Amazon maintenant. Donc j'ai petite expérience chez Amazon et j'ai eu la chance de faire partie des processus d'embauche d'un certain nombre de personnes chez Amazon, plusieurs centaines de personnes au total chez Amazon. Et le sujet de la diversité des profils est vraiment un sujet important. Alors on va aller sur quelques histoires spécifiques que l'on a pu voir. Ce que nous avons pu voir effectivement dans les profils, alors certains sont des généralisations, c'est qu'effectivement, quand on va publier un rôle technique ou technologique chez AWS, par défaut, on va avoir tendance à avoir beaucoup d'hommes qui vont être candidats, naturellement, sur les process. Donc la première chose, effectivement, c'est de se dire, c'est bien, mais c'est un fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ? Et donc on a travaillé énormément avec Sarah, entre autres, qui est une des personnes, qui est une des sponsors de ce podcast, d'ailleurs, pour travailler à aller adresser des populations qui sont pas des populations qui vont nativement venir vers nous. Et je pense que c'est un des premiers points pour moi très importants de la diversité. Donc moi, je suis un homme blanc d'une quarantaine d'années qui vit en France, qui est marié, qui a 2 enfants. Donc je représente à peu près le nord. Un exemple de voilà. de sur diversité. La diversité, on peut dire qu'effectivement, je suis plutôt du côté normatif. Donc la première chose, effectivement, c'est de se dire, il y a énormément de profils que, dans mon réseau direct, étant moi plutôt normatif finalement, je vais pas nécessairement les avoir. Donc la première chose que l'on s'est posé comme question, c'est comment va-t-on pouvoir être capable de parler à des profils qui, naturellement, sont pas dans mon réseau proche, et qui, quand on regarde effectivement pour les postes qui sont ouverts, ne vont pas nécessairement naturellement venir chez AWS. Alors, je dis AWS parce que c'est l'expérience que j'ai sur les 12 dernières années. Le sujet est exactement le même chez tous nos partenaires et la majorité des entreprises technologiques. Et toutes les boîtes de tech, oui, tous les rôles de tech. Oui. Ça passe déjà par la description du rôle ? Exactement. Et effectivement, alors, j'ai fait exactement ce matin une petite recherche. La première chose, c'est s'assurer qu'on ait des job desks, comme on dit, donc des offres d'emploi, en tout cas des descriptions d'offres d'emploi, qui évitent l'exclusion. Ça paraît simple, donc j'ai vraiment mon offre d'emploi, elle est tout à fait normale. On dit d'ailleurs en toutes lettres, ce job est ou Amazon est un equal opportunity employer. On est ouvert à tous les profils, c'est mis clairement dans nos offres d'emploi. Donc qu'est-ce qui cloche dans les offres d'emploi ? Alors j'ai regardé ce matin, chez Amazon, alors dans le monde entier, on n'en a pas en France, heureusement, nous avons 5 postes de rockstar qui sont ouverts, et un poste de ninja qui est aussi ouvert. C'est très divers et varié, ça. On n'engage pas beaucoup de ninja ou de rockstar, Hyper divers et varié, alors bien entendu. Mais effectivement, le premier travail qu'on a mis en place, c'est s'assurer d'éliminer tout le langage et tout le vocabulaire qui, finalement, va exclure. Par défaut, moi, je m'identifie pas à une rockstar. Et donc, je vais pas nécessairement être attiré par un poste sur lequel quelqu'un dit j'ai besoin d'engager une rockstar. Et en plus, on a vu, alors là, c'est des études, pas moi directement, mais effectivement, il y a beaucoup d'études qui disent que les profils féminins et les profils divers vont être encore plus négativement impactés par des offres d'emploi qui vont avoir un langage qui va être plutôt teinté d'exclusion finalement. Et on peut l'avoir dans plein de choses différentes. On peut l'avoir en forçant des expériences académiques.
particulière. On sait que le monde de l'informatique et le monde de la tech, et c'est une vraie chance pour le coup pour la diversité, nous pouvons trouver des profils qui ont des parcours atypiques. On va trouver des personnes qui vont avoir des diplômes dans d'autres secteurs, qui vont pas avoir de diplôme, qui vont avoir été passionnés d'informatique depuis tout jeune, qui vont l'avoir découvert sur le tard. Si j'arrive et que je dis, pour un poste chez AWS, vous devez avoir une formation Bac plus 5 dans un domaine de l'informatique, plus particulièrement du réseau ou de la gestion système, j'ai un peu fermé la porte. Ouais, c'est extrêmement limitant. C'est bien que tu parles des parcours divers et variés, parce qu'il y a quelques semaines, et si vous écoutez ce podcast, remontez dans l'historique des épisodes, on accueillait Virginie Mativet, qui est une fervente défendeuse, oui, on peut dire ça comme ça, oui, des biais, enfin, qui lutte contre les biais, et notamment les biais dans le recrutement, et on a parlé justement de ces profils atypiques. Donc, une des choses qu'avec ton équipe, vous avez fait dès le début, c'est d'essayer d'identifier les adjectifs discriminants ou qui réduisent le champ. Tu vas parler de rockstar, de ninja, etc. Mais aussi les surqualifications ou Exactement. Un certain type de qualification. Et en fait, simplifier, alors pareil, c'est une généralisation, mais qui a été assez vue et reconnue dans beaucoup d'études sur des échantillons statistiquement représentatifs. Avoir une offre d'emploi, où quand on fait la liste des qualifications de base, et que cette liste de qualifications de base a 25 lignes hyper détaillées sur un certain nombre d'éléments, statistiquement, il a été démontré que un profil masculin, un profil normatif, va avoir tendance à dire « j'y vais » même si la personne n'a que peut-être la moitié. Et qu'au contraire, un profil plus divers, et particulièrement les profils féminins, ne vont pas s'engager tant qu'ils n'ont pas au moins 95% de réponses cochées et validées. Et alors, il se trouve qu'en plus, nous, derrière, dans le processus de recrutement, quand j'ai 25 qualifications de base sur un profil, le minimum que je dois faire, c'est m'assurer que la personne ait ses 25 qualifications de base. Donc, d'un point de vue processus d'entretien, c'était extrêmement fastidieux de s'assurer qu'on n'ait pas une liste à l'après-vert de toutes les dispositions que la personne doit avoir et que finalement, on les teste pas derrière. Donc, ça me simplifie aussi la vie derrière aussi. Mais voilà, limiter finalement tous ces éléments qui, avant même le début du processus d'entretien, vont finalement faire que beaucoup de personnes vont même pas essayer d'entrer finalement et vont partir avant. C'est pas un biais, ça, de celui qui écrit le job desk, je cherche le mot en français, la description du rôle, de se dire, voilà, moi je viens de tel parcours, disons, comme tu l'as dit, Bac plus 5, école d'ingénieur en informatique, et donc je veux engager des gens qui viennent de là parce que je connais la formation, etc. Je vais pas nécessairement considérer quelqu'un qui a fait avant une autre matière scientifique, de la bio, de la physique, et qui peut être aussi bon, si pas meilleur, en informatique. C'est le biais de proximité. C'est effectivement un des biais cognitifs reconnus et documentés aussi. Et donc, il y a énormément de biais qui peuvent s'appliquer. Et donc, celui-là, effectivement, le biais de proximité, de dire je vais prendre quelqu'un qui vient de la même école que moi, ou qui vient d'un même processus que moi, ou qui vient d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, effectivement, c'est très facile. Et effectivement, c'est facile parce qu'on les a dans notre réseau. Donc, en fait, c'est des gens qu'on connaît. Pour une bonne partie, c'est des amis. Donc, je dis, c'est normal, en fait. Ils sont bien, je les connais. Et effectivement, se forcer à s'ouvrir, se forcer à dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et j'ai des personnes dans mes équipes qui ont des diplômes qui sont français, j'ai des personnes dans mes équipes, je me suis occupé pendant un certain nombre d'années d'une équipe de spécialistes et qui avaient des profils vraiment divers parce qu'ils allaient arriver avec des spécialisations métiers. Donc des personnes qui ont commencé et ont effectivement, tu parlais de la bio, des personnes qui ont plusieurs diplômes en biologie, aucun diplôme en informatique, mais qui ont changé de voie et qui sont parmi les meilleures personnes au monde pour justement appliquer de l'informatique au domaine de la biologie. Parce qu'ils ont une vraie connaissance finalement de ces éléments-là. Le domaine métier. Mais chez Amazon, on a des process justement pour éviter ce genre de biais avec plusieurs interviews, plusieurs phone screens, plusieurs intervieweurs, ce qu'on appelle la fameuse loop, donc la journée d'interview avec 5-6 personnes d'affilée. Mais ici, on est encore avant l'interview. On est juste dans la description du job qui fait que certaines personnes vont postuler et d'autres pas. Donc on se limite finalement le nombre de candidatures qu'on reçoit et on peut pas trier dans ces candidatures de la même façon. Est-ce que tu as des résultats depuis plusieurs années que tu es attentif à ce genre d'aspect pour la France? Est-ce qu'on a déjà des données je sais pas, du nombre de CV féminins par exemple qu'on reçoit pour un job? Ça reste difficile à mesurer.
parce que il y a toutes les étapes du process qui viennent derrière. On a une meilleure représentativité, effectivement. Ça, c'est un fait. On a augmenté la diversité dans l'ensemble des équipes. En fin de tuyau. Voilà, en fin de tuyau. Et l'avantage, c'est que c'est un process vertueux. Alors, il y a Thomas Barandon qui est venu en début d'année dans le podcast et qui justement parlait de ces éléments-là. Je tiens encore une fois à remercier Thomas parce que une fois qu'on arrive à faire rentrer des talents dans différentes équipes, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des personnes qui sont rentrées dans les équipes de Thomas Barandon et qui en fait vont aussi bénéficier à l'ensemble. Donc il y a à la fois ce qu'on va pouvoir compter chez nous et spécifiquement chez nous, mais aussi plus largement l'impact sur l'ensemble de la diversité chez Amazon. Et là, un des derniers points qu'on a fait, donc on parlait des rockstars, des ninjas, on a, avec Sarah, on a beaucoup travaillé aussi sur la deuxième étape, qui est non seulement on enlève les termes qui sont teintés d'exclusion, mais en fait, on a beaucoup d'entreprises, je vais parler d'Amazon encore une fois, qui est l'entreprise que je connais le mieux maintenant, mais on a énormément de choses qui sont hyper positives pour les employés, que nous, on prend pour absolument acquis, mais qu'en fait, les employés ou les personnes qui sont pas encore employées chez Amazon ne voient pas souvent. On a une vraie flexibilité du travail, on a un allongement des congés parentaux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on a des processus d'apprentissage tout au long de la carrière, on a de la mobilité interne, on a plein d'outils qui permettent, même en termes de rémunération finalement, qui permettent d'avoir une rémunération très compétitive sur le marché. Donc on a beaucoup d'éléments finalement chez Amazon qui sont absolument recherchés par des profils divers, qu'on met pas nécessairement en avant parce qu'on va avoir tendance, encore une fois, à se focaliser sur le cœur de métier qui est, vous devez connaître le réseau et vous devez connaître l'ingénierie système. Et en fait, on a changé beaucoup justement les offres d'emploi en disant, j'ai une section à la fin qui est pour votre développement personnel. Si vous arrivez chez Amazon, on va vous donner ça. Donc vous pourrez vous développer, on va vous aider à vous former sur tel et tel élément. Vous aurez effectivement de la flexibilité, la possibilité d'avoir un télétravail. Mais en fait, souvent, ça, on l'oublie. Parce que quand on va faire, on voit ça presque en marketing comme un acquis, un funnel finalement, où on a beaucoup de monde qui va vouloir venir. Mais encore une fois, quand on pense divers, c'est pas nécessairement les gens qui vont venir d'eux-mêmes qu'il faut qu'on aille chercher. Donc en fait, on doit toujours changer de manière de penser et se dire comment est-ce que finalement je vais être capable d'adresser des populations qui sont pas la population que je vois tous les jours. Et donc on essaye de vraiment changer pour avoir ça. Une question qui vient à l'esprit, qui est peut-être une question qui fâche, est-ce qu'il n'y a pas un biais d'arrogance aussi ? On est Amazon, on est des plus grosses sociétés techno de la place, en tout cas dans le top 5, top 10. Les gens vont avoir naturellement envie de venir travailler pour nous ? Ça dépend vraiment des pays. Là, pour le coup, on a une vision et c'est la perception d'Amazon en tant que marque aussi dépend des pays dans lesquels on est. Ouais, bien sûr. En France, je pense pas trop. Alors, je peux parler plus particulièrement pour la France. On a vraiment une démarche et Julien Grouès qui est venu ici, et voilà, on essaye vraiment de vrai. On essaye d'être un acteur au sein de la France. Et donc, je pense que justement, on a cassé ce biais-là. Ça a pu être le cas, pas parfait. Mais on a vraiment travaillé activement pour on a des leadership principles et il y en a un, c'est I Ride a Lot chez Amazon et la deuxième partie de I Ride a Lot, c'est les leaders cherchent à casser leurs propres idées préconçues finalement et donc effectivement on essaye d'écouter le marché et vraiment d'avoir des discussions lors des entretiens. Les entretiens, c'est pas des entretiens dans une direction où vous arrivez face à quelqu'un d'Amazon qui va vous poser des questions pendant une heure et qui va pas vous laisser respirer. Au contraire, on essaye vraiment d'avoir des discussions. Et dès qu'on sent, des signaux faibles, on essaye de les remonter, de travailler dessus. Donc ça, je pense qu'on l'a assez adressé. Mais effectivement, on est une grande entreprise de technologie. J'ai une fierté incroyable de travailler chez Amazon, d'avoir ce privilège et cette chance. Je le trouve et je pense que beaucoup chez nous le considèrent non seulement comme une fierté, aussi, parce que on travaille beaucoup, on travaille dur, mais aussi comme une chance et un privilège incroyable de pouvoir être dans cet environnement. Tu parlais des interviews, c'est quelque chose dont on a parlé avec Thomas également. Une des erreurs qu'on faisait avant, qu'on fait de moins en moins, c'est d'avoir des panels d'intervieweurs exclusivement masculins aussi. Ça ne met pas en confiance les candidates ou les candidats qu'on a devant nous. Ah, les deux, effectivement, ça a un impact absolument néfaste pour les candidates si elles n'ont un panel qui est intégralement masculin. Donc vous faites 3, 4, 5 interviews et en fait vous n'avez parlé à personne qui vous ressemble. Pas hyper engageant. Plus vendre une entreprise. Donc ça, effectivement, pour les candidats
quelle que soit leur représentativité. Finalement, on va s'assurer qu'au minimum, ils aient des personnes avec qui ils puissent échanger, avec lesquelles ils puissent aussi accrocher. On essaye d'avoir des panels divers. En France, on mesure la diversité de genre. Donc effectivement, on s'assure d'avoir des femmes dans tous les panels où on reçoit des femmes. Mais même pour les panels masculins, parce que on veut pas non plus avoir des personnes qui rentrent chez Amazon et qui arriveraient avec des préjugés très forts. Effectivement, on a pu le voir parfois dans des panels masculins où on a des comportements qui sont assez différents entre des intervieweurs hommes et des intervieweurs femmes. Donc après, il y a un risque, c'est qu'on sait qu'on a une représentativité féminine qui est plus faible que la représentativité masculine. Je ne peux pas décemment faire porter le poids à une plus faible partie de ma population d'être dans tous les entretiens, parce que sinon, les femmes qui sont chez Amazon, elles font plus que des entretiens. Ouais, elles vont faire plus que ça. Donc il faut réussir à trouver un équilibre qui soit viable sur le long terme. Et en fait, t'en parlais, le but, c'est effectivement aussi de casser les biais, parce que quand on va avoir une femme qui vient dans un panel intégralement masculin, alors on essaye de casser justement ces biais et d'avoir la position la moins biaisée possible. On peut avoir finalement des comportements, ou en tout cas des idées préconçues de la part du panel 100% masculin, qui est assez facile de débunker, finalement, de casser quand on va avoir la discussion finale, si justement on a un panel divers. Donc ce qu'on veut pas, c'est ça, c'est avoir ce biais de bout en bout. On essaye de casser les biais pour que toutes les embauches, et c'est une vraie force d'Amazon, je pense, bien plus de 12 ans que je suis là, ça reste vraiment la force. Quand quelqu'un rentre chez Amazon, les personnes qu'elle a vues en entretien sont des personnes qui ont fait le même parcours. Et donc il y a un niveau de confiance extrême pour toutes les personnes qui rentrent chez Amazon. Et il n'y a pas du tout ah oui, mais t'es rentré parce que. Non, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu connais quelqu'un, c'est pas parce que t'es le petit nouveau, c'est pas parce que tu représentes quelque chose. C'est, t'as fait un panel, t'as été vu par des pairs, et on a jugé que t'étais là, donc la confiance s'établit naturellement. Il n'y a pas un risque de discrimination positive également? J'ai été people manager, donc manager d'équipe il y a quelques années quand j'étais à Londres, et on avait une forte pression de nos directeurs au-dessus justement pour être plus divers et plus inclusifs et plus variés, et engager plus de femmes dans les équipes parce qu'on n'en avait pas assez à l'époque. La représentation était vraiment disproportionnée, plus que le reste de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment de dire ok, j'ai cette pression pour engager plus de femmes dans mon équipe, j'ai une candidate devant moi qui est bonne, bien, et good enough, voilà, c'est le mot que j'ai envie de dire, et dire, allez, je baisse le niveau que j'aurais eu peut-être face à un candidat masculin pour satisfaire ce critère de représentativité. Alors, un avis personnel, ça va pas être l'avis d'Amazon, ce serait une des pires choses que l'on puisse faire, parce que finalement, très rapidement, ça va se voir, et l'impact va être absolument néfaste sur la personne directement. Donc en fait, on est en train de mettre la personne quasiment en situation d'échec. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et on a un process chez Amazon, on adore les process qui cassent l'entropie, finalement. Et il y en a un, et je sais que tu connais très bien, c'est le principe des bar raisers. On a une personne dans chaque entretien dont la question, c'est est-ce que cette personne a un niveau, non pas juste un niveau fonctionnel, mais finalement a vraiment des capacités et des compétences qui sont au-dessus de la moyenne. Et donc, on a ce mécanisme qui s'applique sur tous les processus d'entretien, et tous les bar raisers, on appelle, ont effectivement des formations spécifiques pour justement trouver ces biais, être capable de les casser. Si jamais on a des notes qui sont un peu trop légères, parce que, je sais pas, l'intervieweur, ça s'est bien passé avec l'interviewé, on a les bonnes questions pour s'assurer qu'on puisse casser ces biais, et qu'on s'assure qu'on ait une estimation, une évaluation des entretiens qui soit la plus objective possible. Et il y a deux mécanismes que j'aime bien avec le bar raiser. Il ne fait pas partie de l'équipe qui embauche, donc il n'a pas la même pression de devoir remplir le slot immédiatement parce qu'on a besoin de gens dans l'équipe. Donc lui, il s'en fout, ou elle s'en fout de ça. Et il a le mot final. En général, si le manager qui embauche pour le rôle et le bar raiser ne sont pas d'accord, en général, c'est plutôt le bar raiser qui va avoir le plus de poids et un droit de veto, comme tu dis. Alors l'engagement, c'est une partie, mais le développement des carrières, c'en est une autre. Tu as aussi remarqué des différences dans le développement de carrière, les cycles de promotion, par exemple, pour les employés femmes que pour les employés hommes? Alors, effectivement, on a deux choses importantes sur le développement. Donc le premier, et on en avait parlé avant, il y a un index qui s'appelle le Gender Equality Index, qui est disponible. Vous aurez le lien vers les notes. On regarde très régulièrement, et on est audité d'ailleurs régulièrement, donc c'est publié
C'est un index public, vous pouvez le trouver, il a une existence en France et toutes les entités Amazon en France le mettent et le mettent à jour de manière annuelle d'ailleurs. Donc on s'assure que non seulement on va embaucher des profils divers, mais le pire qui puisse nous arriver finalement, c'est de penser à la diversité et complètement oublier l'inclusion. C'est-à-dire on va embaucher des profils divers, mais finalement on va pas du tout changer nos comportements. On va rester entre hommes blancs, quarantenaires, avec enfants. Et ben du coup, ces profils-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils se sentent pas inclus? Ils s'en vont. Ou alors ils stagnent. Et donc on va regarder très rapidement, et on regarde de manière régulière, est-ce que non seulement on a un apport de profils qui sont des profils divers, mais en plus, est-ce que ces profils divers, finalement, s'épanouissent dans l'organisation, ont envie de rester et continuent à progresser. Et une des étapes de la progression que l'on peut assez facilement mesurer, effectivement, c'est la promotion. Alors, je vais parler de mes expériences personnelles. Je veux pas surgénéraliser, mais sur mes expériences personnelles, certaines des promotions qui sont à la fois les plus dures et les plus simples, de manière assez contradictoire, ont été des promotions pour des femmes. Alors, elles ont été difficiles, non pas parce qu'elles ne passaient pas, au contraire, certaines ont été parmi les promotions les plus simples à effectuer, parce qu'en fait, on avait effectivement des candidates à la promotion qui avaient des performances qui étaient nettement au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Donc, au moment où on a fait le dossier de promotion, on a fait les revues, tout un process documenté chez Amazon pour le faire aussi, bien entendu. Eh ben, les dossiers sont passés haut la main. Par contre, il se trouve que ces dossiers ont été assez difficiles à mettre, non pas parce qu'on n'avait pas les données, mais parce qu'en fait, on a été obligé de motiver spécifiquement les candidats pour le faire, et leur position était, moi, je fais un job que j'aime bien, je suis dans une position que j'aime bien, je pense faire un bon travail, mais elles n'avaient pas nécessairement d'elles-mêmes ce push supplémentaire pour envie dire de la promotion. Je veux le faire. Et donc je me rappelle de certaines candidates, j'en ai deux en tête particulièrement, pour qui les promotions ont été vraiment, ça a été les dossiers les plus faciles à écrire et pratiquement les plus simples à pousser. Mais effectivement, j'ai eu des semaines, voire des mois de discussion avant pour motiver ce passage. Et en fait, alors ça peut être un biais cognitif, ça peut être un élément potentiellement, c'est de ma faute. De l'imposteur aussi. Ça peut être un syndrome de l'imposteur, ça peut aussi être dû à l'organisation telle qu'elle était. Peut-être qu'elles n'avaient pas été assez mises en avant. Je pense pas que ça a été le cas. Il y a plein de raisons. Alors et surtout, ce que je veux pas, c'est le mettre comme étant de la faute des candidates elles-mêmes. Alors, si c'est pas le cas, c'est probablement que dans l'organisation, à un moment, on a loupé quelque chose qui fait qu'elles se sont pas senties suffisamment valorisées ou suffisamment mises en avant pour d'elles-mêmes prendre cet élément-là. Mais effectivement, pour les managers particulièrement, alors, plus on va aller haut dans l'organisation, plus c'est facile d'être déconnecté du détail, finalement, et de gérer plus que par des statistiques. Est-ce que j'ai les bonnes personnes dans les bonnes cases, mais effectivement, prendre du temps et écouter. Et en fait, ce que j'ai vu la plupart du temps, c'était des discussions avec ces personnes. Je les ai pas poussées à être promues. Elles avaient fait tout le travail, elles avaient tout ce qu'il fallait. Mais en fait, les écouter, comprendre les doutes qu'elles pouvaient avoir, et parfois, je disais, non, mais en fait, ça, c'est pas un doute, en fait. Tu as tout à fait le niveau de compétence attendu pour être au prochain niveau. Et en fait, ça a vraiment déclenché des choses. Et donc, certaines de ces personnes font partie des quelques pourcents des technologistes les mieux vus chez Amazon maintenant. Donc, il y a ce plafond de verre, parfois, il est juste... c'est pas qu'il n'existe pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments systémiques qui font que le plafond de verre existe. Mais parfois, il est aussi un peu autant à poser. Donc, prendre du temps, écouter, a permis finalement d'avancer beaucoup sur ces sujets-là. Et ça, c'est la responsabilité des managers individuels. Donc, c'est un message que tu passes à tous tes managers, hommes et femmes, oui, pour essayer de détecter ces situations de plafond de verre. Alors, on le fait pour tous les talents. Le but, effectivement, c'est pas encore une fois, on n'est pas sur de la discrimination dans un sens ou dans l'autre, mais on va avoir une attention particulière pour se dire, est-ce que, quand on fait les revues annuelles, semestrielles par exemple, est-ce qu'on n'a pas un biais? Est-ce qu'on va pas avoir, parce que naturellement, on va avoir des hommes qui prennent plus la parole, qui sont plus visibles, qui sont plus sur un certain nombre d'éléments. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de laisser une partie de notre organisation? Et alors, on parle femmes parce que là, on est sur un élément Women in Tech, mais ça peut être la même chose pour des personnes porteuses de handicap, pour beaucoup des handicaps non visibles, parce que c'est facile, on se dit, fauteuil roulant, quelque chose de visible. Il y a énormément de handicaps qui sont non visibles. On peut avoir d'autres éléments de la diversité qui effectivement font que les personnes se sentent moins représentées ou potentiellement moins légitimes. Donc le but, et c'est comme ça qu'on va finalement casser beaucoup de biais, c'est juste se poser la question, déjà, et dire à tout le monde, en votre âme et conscience,
On fait beaucoup de formations pour s'assurer que tout le monde comprenne ces éléments-là. Mais juste prendre une pause et regarder en se disant, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier quelqu'un qui finalement serait ce héros silencieux, qui finalement est là, à ses mains dans à peu près tous les projets, mais finalement va peut-être pas être la personne qui va se mettre sur l'avant de la scène parce que peut-être que même juste simplement la personne, en France, la langue française n'est pas sa langue maternelle. Et parfois, juste ça, aussi, ouais. ça peut être un truc où la personne va moins se mettre en avant, finalement, va moins venir sur une discussion à 12 personnes pour dire « Ah oui, moi j'ai l'idée, je peux le faire ». Donc voilà, juste se poser ces questions-là. Et il se trouve que, malheureusement, c'est effectivement les profils féminins, vu qu'encore une fois, on est quand même sur des dynamiques où on va avoir un pourcentage assez faible de femmes dans les organisations technologiques, peuvent se retrouver en minorité et donc sous-représentées. Et cette sous-représentation, c'est notre métier de manager, finalement, de s'assurer qu'on la casse. Je regardais l'index d'égalité professionnelle dont tu as parlé, on en avait parlé en préparant cet épisode, évidemment. Comme tu l'as très bien dit, merci, le lien est dans les notes du podcast, donc vous allez le retrouver. C'est sur un site d'Amazon où on est catégorisé par filiale, puisqu'il y a plusieurs sociétés dans Amazon, la logistique et AWS, c'est pas le même métier. Et là, j'ai le tableau AWS sous les yeux, donc il y a 5 questions: l'écart de rémunération, l'écart de taux d'augmentation individuelle, l'écart de taux de promotion, le pourcentage des salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant le retour de congé maternité et le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations de la société. Et tous ces critères sont évalués sur des notes qui vont tantôt sur 40, tantôt sur 20, sur 15, sur 10. Mais la moyenne pour AWS, la moyenne de toutes ces notes-là est 94 sur 100, qui est une des plus hautes notes de toutes les filiales du groupe Amazon. Je crois qu'il y a Amazon Digital Service qui fait un tout petit peu mieux à 97%. Ouais. Ça laisse encore de la marge de progression. Toujours. Là, je suis plutôt content. En revanche, je vois un 20 sur 20 pour l'écart des taux d'augmentation individuelle. Donc les hommes et les femmes sont augmentés en pourcentage, en tout cas de la même façon. Écart de rémunération en pourcentage, qui est quelque chose qu'on mentionne souvent également. On a une note de 39 sur 40, donc apparemment AWS n'est pas si mauvais que ça. C'est une étude intéressante à regarder. Même, je pense qu'on peut en être assez fier. Tous les ans, et on va continuer à travailler dessus. Il y a encore énormément d'axes de progression, donc on va rien lâcher. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par l'ensemble des équipes pour s'assurer qu'on ait une bonne représentativité et des conditions de travail qui soient les plus efficaces possibles. Un autre thème qui t'est cher, et on va terminer la conversation par là, c'est le concept en anglais de paid forward, oui. Faire suivre. Tu peux élaborer un tout petit peu ce concept-là ? Alors, le concept est assez simple. Quand vous allez aider quelque chose, quand vous allez aider quelqu'un plutôt que quelque chose, quand vous allez rendre un service à quelqu'un, il y a 2 positions qui peuvent être possibles. La première, c'est maintenant tu me dois quelque chose. Et on le voit dans les organisations, souvent ça fait des organisations qui sont assez politiques, où les gens vont se rendre des services les uns les autres parce qu'ils savent que l'autre personne va leur devoir quelque chose après. Le concept de pay it forward est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais rendre service à quelqu'un non pas parce que je vais attendre quelque chose de cette personne, mais parce qu'en ayant aidé cette personne, peut-être que cette personne à son tour pourra aider 2, 3, 5, 10 personnes derrière. Et donc le but c'est de... L'effet levier. Voilà, complètement changer la dynamique, et donc ça donne des dynamiques qui sont des dynamiques extrêmement positives. Le travail que je fais justement en tant qu'allié, donc je suis effectivement sponsor de Women in Tech chez AWS en France, je travaille beaucoup avec les équipes, on va travailler sur le summit. Mon but effectivement c'est d'aider ça. J'en attends rien personnellement en retour. Je suis dans une position, je le disais tout à l'heure, je suis très fier du parcours que j'ai pu avoir dans ma vie, mais clairement en ouvrant les yeux, je suis assez privilégié. Et je suis hyper chanceux aussi, beaucoup de choses sont aussi liées à la chance. Et donc, si moi je prends du temps pour aider quelqu'un, ça n'enlève rien en parcours, parce que je pense qu'effectivement j'ai quand même beaucoup travaillé pour pouvoir le faire, mais finalement je vais aider beaucoup de personnes derrière. Et donc le mouvement qui est autour du pay it forward, c'est vraiment ça, c'est comprendre tous les privilèges systémiques que l'on peut avoir, et essayer d'aider les autres. Alors, ça peut aller parfois juste prendre un peu de temps, prendre un peu de mentoring, avoir des initiatives ou des choses sur lesquelles on va travailler de manière beaucoup plus avancée, mais qui vont finalement aider beaucoup de monde. Et le concept qui vient derrière, qui est assez important, c'est le principe des jeux à somme nulle. Ce qu'on va faire dans une entreprise, c'est jamais un jeu à somme nulle. Parfois, on va faire quelque chose, et
c'est assez rigolo. J'ai croisé une personne il y a pas longtemps que j'avais pas mentoré, même pas. On avait fait une discussion de 10 minutes il y a 5 ans. Et en fait, cette personne, il y a pas longtemps, elle est venue me voir, écoute, Julien, super la discussion qu'on avait eue. En fait, ça m'a aidé, ça m'a débloqué un truc. Et en fait, cette personne fait des trucs géniaux chez Amazon maintenant. Parfois d'autres, d'ailleurs, qui ont quitté Amazon, qui ont fait autre chose, ou même en dehors d'Amazon. Et en fait, voilà, on plante des petites graines. Et on les laisse grandir. Et c'est pas que j'en attends rien, en fait. Moi, je suis juste hyper fier et en fait, hyper heureux de voir des gens s'épanouir. Et donc, c'est pas pour mon gain personnel. Personnellement, je vais rien y gagner, mais effectivement, ce côté, voilà, avoir la possibilité d'aider d'autres personnes qui elles-mêmes vont pouvoir aider d'autres personnes, est vraiment un élément qui, pour moi, est hyper important. Oui, il y a une espèce de satisfaction aussi quand on rencontre ces personnes après qui nous disent « je t'avais rencontré il y a 5 ans et on avait parlé de ça, et bien ça m'a permis de faire ceci, cela. » C'est quelque chose que j'ai eu il y a pas très longtemps non plus, je crois que c'était au Summit cette année, quelqu'un qui me croise et qui dit « Ah Seb, merci !» Et moi je me souvenais même pas de la personne, c'était pas un employé AWS. Et il faut savoir que, enfin tu le sais Julien, mais les auditeurs ne le savent pas nécessairement, que j'ai passé beaucoup de temps dans mes premières années chez AWS à donner des formations, des trainings. Et c'était le début du cloud. Souvent, c'était la première formation, la première fois que les gens touchaient AWS, touchaient le cloud. Et ils s'en souviennent, pour eux, c'est marquant, leur première formation. L'instructeur, moi, j'étais la personne devant eux pendant 3 jours. À l'époque, c'était en présentiel. Et il y en a qui reviennent vers moi maintenant et qui disent tu as changé ma vie parce que j'ai compris le cloud, j'ai pris un autre axe professionnel et je m'éclate maintenant, merci. Et ben, c'est des feedbacks qui sont extrêmement agréables à recevoir et on se rend pas compte souvent qu'on a cet impact. Et ça nous a pas coûté, en plus la plupart du temps ça nous a pas coûté cher. Et en plus, moi ce que j'aime dans ces éléments, c'est que souvent c'est des moments d'échange. Alors parfois effectivement on peut pas se souvenir de tout, mais en fait la plupart du temps, en fait si j'y gagne quelque chose, en fait juste en écoutant la personne qui va arriver avec une perspective différente, des considérations différentes, finalement j'apprends. Et je pense que pour moi c'est vraiment tout le travail que je fais sur l'allié. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est un chemin d'apprentissage. Je serai jamais à la fin. Je sais que j'ai toujours des nouvelles choses à apprendre. Je sais que j'ai toujours des nouvelles choses à améliorer. Et en fait, ces petits éléments-là me permettent toujours d'apprendre et d'avoir un point de vue différent. Merci, c'est une superbe conclusion pour cette conversation. Rester à l'écoute, et s'ouvrir les yeux, les oreilles sur des perspectives différentes et apprendre en permanence. Merci Julien pour cette conversation très inspirante. Rendez-vous vendredi pour un autre épisode du podcast AWS en français. Je vous dis pas quoi, parce qu'il y a un peu de flottement dans l'agenda, donc ça peut bouger encore d'une semaine à l'autre. Une chose est sûre, ça sera vendredi matin dans toutes vos bonnes applications de podcast. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.